La famille des Sphagnacées appartient au groupe des mousses vraies. Ce groupe comprend à peu près 13 000 espèces à travers le monde et il appartient lui-même au groupe des bryophytes au sens large. Dans les bryophytes, on trouve les mousses, les hépatiques et les anthocérotes. Les bryophytes sont le deuxième groupe le plus nombreux en termes de nombre d'espèces après les plantes à fleurs. Ces plantes sont dépourvues de lignine, leurs tiges restent donc souples et elles ne dépassent jamais quelques centimètres de hauteur. Les mousses ont la particularité d'être haploïdes, c'est-à-dire qu'elles n'ont qu'un jeu de chromosomes, alors que les plantes à fleurs, elles, ont 2 jeux de chromosomes. La famille des sphègnes est composée de un seul genre, le genre Sphagnum, qui contient à peu près 380 espèces, qui sont toutes appelées sphègnes en français. Elles ont besoin d'eau pour croître et se reproduire, et elles affectionnent donc particulièrement les zones humides. Les sphègnes sont à l'origine de la création des tourbières, grâce à leur croissance continue et à la non-dégradation de la matière organique qu'elles produisent. Leur structure cellulaire, avec des cellules longues qui captent l'eau et des cellules courtes qui sont photosynthétiques, est responsable du fait que les tourbières soient gorgées d'eau. En effet, un tapis de sphègne qui pèse 10 kg à l'état sec peut retenir entre 720 et 770 litres d'eau, ce qui fait 770 kg quand il est mouillé. En outre, les sphègnes en elles-mêmes sont très acides. Elles abaissent le pH de la tourbière et participent donc à son acidification. Les tourbières à sphègnes sont donc appelées des tourbières acides. Ainsi, les sphègnes participent à l'évolution des paysages dans lesquels elles s'installent, à la fois par leur capacité à retenir l'eau et donc à modifier le cycle de l'eau, mais aussi en changeant la nature et le pH du sol et donc en influençant les espèces végétales qui s'installent avec elles. Les sphègnes sont formées de tiges souples, vert clair, portant de petites feuilles. Vers le haut de la tige, celle-ci porte de petits rameaux qui forment ce qu'on appelle le capitulum. La croissance se fait à partir de la partie haute de la tige que l'on appelle l'apex, qui veut dire la tête. Et cette partie fait à peu près toujours la même taille. La partie basse de la tige meurt et n'est pas dégradée. Et c'est elle qui forme la tourbe. Et c'est cette partie-là qui grossit au fur et à mesure. La famille des sphègnes se distingue des autres mousses, d'abord par son habitat. C'est une mousse qui pousse toujours en milieu humide et jamais sur des rochers comme d'autres mousses par exemple. Ensuite, au moins en France, par sa couleur vert clair et surtout par la présence en haut des tiges du capitellum qui ressemble pour moi, je trouve, un petit peu à un Edelweiss. La tourbe a été utilisée, et l'est toujours, principalement comme substrat de culture, seule ou en mélange avec avec du terreau notamment. Elle est aussi utilisée pour faire comme combustible, soit pour la chaleur, soit pour fumer, notamment pour fumer les whiskies. Et dans certains pays, notamment en Irlande et en Islande, elle a servi à faire comme matériau de construction en faisant des petites briques pour faire des abris un peu précaires. Les sphègnes, du fait qu'elles sont très acides, empêchent le développement des bactéries et elles servent du coup comme compresse ou comme pansement et elles ont aussi servi beaucoup plus récemment pour faire des serviettes hygiéniques. On utilise aussi les sphègnes comme substitut du chlore pour nettoyer l'eau de la piscine. Et enfin, la capacité de conservation dans les sphègnes étant importante du fait notamment de l'acidité et de l'absence de présence de bactéries, on s'en sert aussi pour stocker les graines sur des très longues périodes. Les sphègnes étant des mousses, elles sont très peu et très mal connues du grand public. On nomme du coup toutes les espèces de sphègnes sous le nom générique de sphègne en français et on n'en parle pas beaucoup plus. Pour se loger et s'outiller, ce sont toujours les tiges qui sont utilisées, sauf pour les sphègnes où on utilise la plante entière qui forme la tourbe.
À l'exception des sphagnacées, donc des sphènes, les 3 autres familles sont des plantes ligneuses, dont les tiges sont très très chargées en lignine justement, et dont le port est soit arbustif, soit arborescent. Le bois, c'est un tissu végétal qui est formé par une petite couche de cellules qui se trouve juste sous l'écorce, qu'on appelle le cambium. Et donc ce tissu a plusieurs fonctions. D'abord une fonction de conduction de la sève brute, c'est-à-dire la sève qui est particulièrement composée d'eau et de sels minéraux, qui va des racines jusqu'aux feuilles. Mais aussi une fonction de soutien. On le trouve chez de nombreuses plantes, chez les conifères par exemple, comme les pins, les sapins, mais aussi chez les angiospermes, les plantes à fleurs, dans la plupart des espèces, à l'exception de ce qu'on appelle les angiospermes monocotylédones, c'est-à-dire le blé, le maïs, mais aussi le bambou ou le palmier. Le bois est majoritairement composé de cellules qui sont mortes à maturité et qui sont imprégnées d'une substance particulière qui est la lignine, qui rend le matériau très solide et qui le rend étanche également, ce qui permet une meilleure conduction. Le bois est un matériau qui est présent dans toutes les plantes potentiellement. Il est aussi appelé xylème secondaire. Toutes les plantes, ou presque, ont la capacité de faire du bois, mais il est présent en abondance chez les plantes qui ont un port arbustif ou arborescent. Les cellules végétales possèdent une paroi qui est composée en grande majorité de cellulose. La cellulose, ce sont de longues chaînes de sucre qui sont agencées en espèces de câbles qu'on appelle des microfibrilles et qui rendent la paroi relativement résistante. Cette paroi, chez la plupart des plantes, c'est uniquement une paroi qu'on appelle la paroi primaire. À cela s'ajoute ce qu'on appelle la pectine, qui est une molécule qui est une sorte de colle biologique qui va se trouver entre les cellules et qui va donc permettre aux cellules d'adhérer les unes avec les autres. Dans le bois, on a également donc une paroi primaire, mais on va avoir une nouvelle paroi qui s'installe, qui est la paroi secondaire. Elle est également composée de cellulose. Cette cellulose est agencée de manière un petit peu particulière et forme un véritable contreplaqué biologique. En plus de ce contreplaqué, de cette paroi secondaire, on va avoir de la lignine qui va imprégner la lamelle moyenne et la paroi primaire. Cette lignine, c'est une molécule complexe composée de composés phénoliques, la petite molécule hexagonale avec les doubles traits que vous voyez s'afficher sur l'image. La lignine est donc présente dans le bois, mais aussi dans d'autres tissus végétaux, des tissus qui assurent particulièrement du soutien, qui ont une fonction de soutien, comme les fibres. Et donc la lignine va s'imprégner, va s'intercaler entre les microfibrilles de cellulose et va rendre les parois étanches et particulièrement solides. Plus la lignine est présente en quantité, plus l'organe va être dur et coriace. Il existe 2 grands types de bois. Le premier type est ce qu'on appelle du bois homoxylé. C'est un bois homogène. On va le trouver chez les conifères et notamment par exemple ici chez l'épicéa. C'est un type de bois où on a un seul grand type de cellules, qu'on appelle les fibres trachéides, qui vont assurer à la fois la conduction et le soutien. Ce sont les cellules que vous voyez là, tout au long de la coupe. Le deuxième type de bois est un bois hétérogène, qu'on appelle également hétéroxylé, qu'on va rencontrer chez les feuillus, et notamment ici par exemple chez le châtaignier. C'est un bois chez lequel on a plusieurs types de cellules. Un premier type qui sont ces grosses cellules-là, qu'on appelle les vaisseaux, qui vont assurer la conduction de la sève brute. Et tout autour de ces vaisseaux, on va trouver des plus petites cellules, qui sont ce qu'on appelle des fibres de soutien, qui vont assurer le soutien. Dans cette séquence, nous avons vu 4 familles qui jalonnent l'histoire de l'évolution des plantes. Les sphagnacées sont des mousses dont la tige dépourvue de lignine croît de manière continue et se gorge d'eau. Elles forment des tourbières dont on extrait la tourbe pour se chauffer et fumer le whisky. Contrairement aux autres plantes terrestres, les bryophytes n'ont qu'un jeu de chromosomes. Elles se disséminent grâce à des spores. Les pinacées ne portent pas de fleurs, mais des cônes qui abritent des graines. Leurs feuilles persistantes et en aiguille leur permettent de coloniser les milieux les plus difficiles. En plus de leur bois très utilisé, leur résine est récoltée pour de nombreux usages.
Les fagacées sont des arbres à chatons, les pies de fleurs mâles. Le fruit est plus ou moins enfermé dans une enveloppe appelée la cupule. Les feuilles, alternes, sont caduques, parfois marcescentes. Le bois est très prisé pour la construction et le chauffage. Les arécacées est une famille tropicale et intertropicale détenant de nombreux records. Le tronc est un stipe, il n'a donc pas d'accroissement en largeur. C'est la troisième famille la plus importante économiquement.